l'évacuation des bases militaires par l'armée française au Mali. Ça concernait Bamako, ça concernait Kati, ça concernait Gao et ça concernait Tessalit. Donc, il y a tout juste 60 ans. Et c'est le 26 janvier 1961 que l'ambassade soviétique a été ouverte au Mali, à Bamako. Donc, 6 jours après la demande que l'armée française évacue des bases au Mali, l'ambassade soviétique a été ouverte au Mali. Et le premier accord soviéto-malien date du 21 février 1961. Bon, en dehors de cela, je veux dire que le premier plan quinquennal de développement, ce qu'on appelait le programme de développement économique et social établi sur la période 1961-1965, l'Union des républiques socialistes soviétiques était le premier partenaire économique de la Première République. Et le deuxième partenaire était la France. L'Union des républiques socialistes soviétiques avait 23% des apports extérieurs qui se chiffraient à 40% du plan. Et la France apportait 17% en tant que deuxième partenaire. Donc c'est pour se dire, depuis la nuit des temps, les puissances se livrent à un jeu d'influence, une lutte pour le pouvoir, la sphère. Ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe dans le Donbass, c'est ce qui se passe en Centrafrique. Donc notre non-alignement, d'ailleurs, suite à cela, le président Modibo Keïta et le président Suharto d'Indonésie ont été reçus par le président Kennedy en septembre 1961. C'est-à-dire, nos États, nous ne sommes alignés autour de personne. Notre coopération, elle est multilatérale, c'est-à-dire que nous avons des relations bilatérales, mais nous devons quand même faire en sorte que nos besoins soient pourvus par le partenaire que nous aurons choisi. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre un camp ou l'autre. Tout dépend de qui apporte quoi. Mais en termes de coopération, moi, ce que je puis dire, il faut que notre gouvernement s'assume. C'est lui qui doit définir qui seront ses partenaires et c'est lui qui doit mener la danse, c'est-à-dire prendre le leadership en déterminant les points focaux et en déterminant les priorités nationales avec les partenaires, mais dans la transparence. Je pense qu'il n'y a pas, d'opacité, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter si on veut vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il va falloir s'asseoir autour d'une table avec tous les partenaires et que le Mali détermine ses priorités et on verra quel partenaire peut faire quoi. D'accord. Moussa Diakité, on sait que c'est la France a été la première à s'offusquer d'un éventuel partenariat avec cette société privée Wagner. On a vu cette semaine même des élus français se demander pourquoi Barkhane est toujours présente sur le sol malien, le Sahel. Est-ce qu'on peut dire que la messe elle est dite de ce point de vue-là pour la France? Est-ce qu'elle a perdu le Sahel, le Mali, à travers les événements de cette semaine-là? Alors, déjà, la France, la messe n'est pas dite parce qu'il est explicitement clarifié dans le communiqué qu'ils vont continuer à suivre l'évolution de la situation sur le terrain, évaluer au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il reste là, même s'il reste impuissant face à la situation, face au choix peut-être du Mali d'ouvrir encore ses bras à d'autres coopérations. Maintenant, l'histoire de si la France perd le contrôle, il faudrait comprendre que nous avons peut-être eu des moments de faiblesse diplomatique par le passé vis-à-vis de la France, mais le Mali a toujours eu une position plus assumée, une position de liberté par rapport à certaines questions. C'est vrai, nous étions plus bas que terre en 2012 quand nos 3 régions s'affaissaient en 3 jours d'intervalle, mais la France était sortie de ce cadre-là avec l'inefficacité de son opération sur le long terme, parce que les résultats ont peiné à venir, ce qui a encore amené le Mali à s'affaisser encore pour nous conduire dans cette situation. Donc, moi je pense la messe n'est pas dite, mais nous changeons de priorité par rapport à la France. D'accord, la messe n'est pas dite. Youssouf Sissoko, si on revient dans le communiqué, on va dire que le gouvernement malien est vraiment en train de s'assumer. Makalou en parlait, puisque dans le communiqué, le gouvernement affirme autant on a des instructeurs de l'EUTM, la mission de l'Union européenne, mais autant on a également des instructeurs russes
C'est-à-dire que le Mali assume sa multilatéralité en termes de coopération militaire. Oui, le Mali s'assume, je ne crois pas tellement parce que à la place du gouvernement, je n'aurais même pas fait ce communiqué-là parce que en fait, il a voulu se justifier. Alors en tant qu'État souverain, pourquoi se justifier? C'est des rumeurs d'abord. Le communiqué n'était pas officiellement adressé. Le gouvernement l'a dit, l'a appris en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi agir en tout cas à un communiqué sur les réseaux sociaux? Je crois que ça va venir peut-être, ça va venir parce que les autorités de la transition n'ont plus le choix. Elles se sont engagées déjà dans une voie, donc elles sont obligées en tout cas de s'assumer. Et je voudrais justement rappeler cela parce que je me rappelle comme une sorte de prémonition, Emmanuel Macron, lors d'un discours, en tout cas face à des ambassadeurs, il s'était posé la question si ce n'est pas la fin de l'hégémonie européenne, occidentale en tout cas sur le monde. Parce que honnêtement, quand tu regardes, c'est en quelque sorte une humiliation comme ça. Et la France et ses alliés sont humiliés au Mali comme ça. Et surtout que malgré toutes les menaces, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il avait commencé ces menaces, il avait menacé que si Wagner venait, en tout cas les forces françaises vont se retirer, etc., etc. Mais malgré tout ça, alors elles ont décidé de se maintenir, de rester ici. Donc ça veut dire tout simplement que c'est une humiliation en tout cas de plus pour la France. Mais je crois qu'il faudrait quand même que le gouvernement continue à s'assumer parce que déjà c'est une voie qui est déjà ouverte avec la Russie et je pense que la Russie et la Chine doivent justement faire de telle sorte que comme Mao l'a rappelé, dans les années, en tout cas aux premières heures de l'indépendance du pays, c'était en tout cas nos partenaires. Alors il faudrait justement revitaliser en tout cas ce partenariat-là et puis tourner le dos clairement en tout cas à l'Occident, quoi. Revitaliser le partenariat, tourner le dos à l'Occident, professeur Gakou, ça ressort dans le communiqué puisque le gouvernement dit nous avons effectivement un partenariat, mais d'État à État avec la Russie. C'est plus fort que même Wagner. Peut-être la Russie est un peu votre petite bête, mais nous assumons notre partenariat avec la Russie et c'est d'État à État, au-delà même de Wagner. C'est courageux. Bon, ça, c'est, si vous voulez, le gouvernement n'avait pas besoin de dire ça. Ça, c'est une réalité historique. Hein? Le Mali a toujours été avec la Russie. Seulement, c'est la communauté internationale, les intérêts changeant, les positions changent, etc. Mais ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, là, c'est que le Mali est en train de changer, de donner le coup d'envoi au renversement de l'ordre mondial existant. Je mesure mes mots. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ça les enjeux. C'est pourquoi vous voyez tous ensemble. Parce que ce qui est là, ce qu'on voit de façon terre à terre, c'est qu'on refuse d'être des esclaves, c'est tout. Le Mali dit non, c'est pas possible. Il faut reconnaître que nous avons eu des dirigeants qui ont servi le jeu, qui ont fait ça. Aujourd'hui, on est dans une situation de transition. Et tout le monde voit ce qui se passe. La voie est clairement tracée. On sort du servilisme. Je veux, sans anticiper, il y a beaucoup d'éléments qui sont des indicateurs de ça. La puissance coloniale elle-même sait que sa puissance est en déclin. Et en perdant le Mali, elle n'est plus une puissance sur cette terre. Et par ricochet, ses alliés récents, l'Union européenne, si vous avez remarqué, ils ont maintenant la présence de l'Union européenne. Ça, c'est pas fortuit. Hein? Les États-Unis qui parlent. C'est pourquoi je vous dis que ça va être l'OTAN après. Parce que l'OTAN regroupe eux tous, tout l'Occident, tout le bloc occidental. Mais quand l'OTAN va parler, c'est la militarisation. Pour le moment, c'est la diplomatie. Oui. Ouais. Voilà. Donc, je pense que la France, pour votre question, elle n'est pas partie. Elle ne partira pas. Et même si tout l'arsenal militaire partait d'ici, il faut regarder les pays qui entourent le Mali. Mais il y a des bases françaises partout. Donc, un encerclement peut déplacer le problème, mais ce départ physique ne veut pas dire qu'ils sont partis. Oui, ça ressemble un peu à de l'acharnement. Modibo Makolo, est-ce que ce n'est pas dommage, un fait bénéfique, que si il est
dos au mur, s'il dans l'adversité. Et on a l'impression que les partenaires, ces pays-là, oublient cela souvent. Oui, l'histoire a tendance à se répéter deux fois, comme je l'ai dit, comme l'a dit Karl Marx aussi. Mais pour rebondir sur ce que le professeur Gakou a dit, mais écoutez, il y a des aspects diplomatiques, il y a des aspects aussi militaires. Si vous regardez les 15 pays, ils sont tous membres de l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord qui a été établie en 1949, pour la sécurité collective de l'Occident contre le pacte de Varsovie à l'époque, maintenant contre l'Union soviétique. Sauf la Suède. Ils sont tous membres de l'OTAN, sauf la Suède. Mais ils sont tous membres de l'OTAN, les 15 pays de l'Union européenne, sauf le Canada. Donc si vous faites un croisement, c'est à peu près les mêmes pays que vous retrouvez. Et il y a en tout cas, il y a quelque chose à remarquer aussi. La Turquie étant membre de l'OTAN n'est pas signataire. Donc tout cela veut dire que nous sommes dans un jeu d'influence, une sphère d'influence, mais il faut quand même aussi prêter attention à ce qui s'est passé avant ce communiqué des 15 pays. Les États-Unis, le 13 décembre, c'est eux qui ont d'abord annoncé, en premier lieu, lancé l'alerte d'abord pour prévenir de la présence de ce groupe privé russe au Mali, pour avertir, mais ensuite, il y a eu un communiqué un peu plus subtil de l'Allemagne pour dire qu'elle pensait à relocaliser ses militaires hors du Mali parce qu'elle ne sentait pas qu'ils étaient en sécurité au Mali. Donc, tout cela, c'était de l'alerte. Bon, maintenant, pour revenir vraiment à notre sujet, le Mali doit s'assumer. Il y a 60 ans, ceux qui nous ont tourné le dos, il y a d'autres qui sont venus. Le premier vice-président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, il a fait sa première visite officielle ici au Mali le 19 janvier 1962. Cela a été suivi par la visite du président Modibo Keïta le 21 mai 1962 en Russie. Et le président Modibo Keïta a été accueilli par la passerelle par le président, le premier secrétaire général du Parti communiste, Nikita Khrouchtchev lui-même, en compagnie du président du Soviet suprême qui était Léonid Brejnev. Et vous savez que dans les années 70, c'est Brejnev qui avait eu vraiment une politique africaine qui a contribué à renforcer énormément l'armée malienne. Mais déjà en 1966, nous avions déjà une centaine de techniciens russes ici, dans le domaine de l'aviation, des blindés, des équipements lourds, pour l'entretien, les réparations et l'instruction. Donc tout cela, je pense que le communiqué du gouvernement permet de clarifier les choses parce qu'il ne faut pas laisser la rumeur enfler. Victor Hugo disait que la nature a horreur du vide. C'est bien que le gouvernement communique. Parce que même les Maliens se disaient, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là? Qui est là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été noté, en tout cas, des détails ont été donnés sur le balai aérien qui s'est passé au Mali ces derniers jours, qu'il y a des instructeurs soviétiques au Mali en ce moment. D'accord.